Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Dans ma première vidéo, je vous avais raconté l'exhumation du corps d'un pape pour être jugé. Eh bien, je vais continuer dans la profanation de sépulture, avec le vol du cercueil d'un personnage historique, pour des raisons, vous le verrez, à la fois symboliques, mais aussi politiques. Le Dieu, nuit du 18 au 19 février 1973. Une estafette Renault, avec 6 hommes à son bord, traverse les rues de Port-Joinville endormies. Elle finit par s'arrêter devant le cimetière. 2 hommes en descendent, ouvrent les grilles, et le véhicule s'engage lentement dans les allées qui longent les caveaux. Il finit par s'arrêter, les hommes descendent, et à la lueur de lampes torches, ils éclairent les stèles une à une à la recherche d'une tombe bien précise. Ils finissent par la trouver un peu à l'écart. Avec l'aide d'une baramine, 2 hommes s'attaquent au joint de la pierre tombale. Les coups de l'outil résonnent dans le silence de la nuit, mais personne ne vient les déranger dans leur macabre besogne. Au bout d'une demi-heure, le joint cède et ils poussent enfin la pierre tombale. Puis, à l'aide de cordes, ils extirpent le lourd cercueil et le mettent dans leur estafette. Ils prennent ensuite soin d'effacer toute trace de leur passage. La dalle est remise à sa place, le joint refait, on ratisse même les graviers tout autour. Au petit matin, ils prennent le premier ferry avec leur curieux chargement. Qui sont ces hommes et quelles sont leurs motivations? Pour le savoir, remontons 28 ans en arrière. Le procès Pétain, chef de l'État français, s'ouvre en juillet 1945. Après 3 semaines d'instruction, il est condamné à mort, frappé d'indignité et ses biens confisqués. Il est finalement gracié par le général de Gaulle, qui commue sa peine en détention à perpétuité. Il finit ses jours sur l'île Dieu, où il meurt le 23 juillet 1951. Depuis cette date, une association de défense de la mémoire du maréchal, ainsi que des anciens combattants, milite pour que sa dépouille soit transférée à l'ossuaire de Douaumont, selon ses dernières volontés, pour reposer au milieu des poilus tombés pendant la bataille de Verdun de 1916. Les gouvernements successifs ont fait la sourde oreille. Le héros de Verdun ne peut décemment effacer le collabo de Vichy. C'est par ce coup de force que les kidnappeurs veulent mettre la pression sur le gouvernement. Le commando se sépare en 2 et une des équipes remonte donc sur Verdun. Pourtant, un grain de sable, ou plutôt des cailloux, vont bouleverser leur plan. Le matin de la disparition, l'employé communal du cimetière s'étonne de voir les abords de la tombe trop propres. En effet, elle fait partie des rares attractions touristiques de l'île, surtout en hiver, et les curieux laissent des traces de pas bien visibles. Il remarque également que le joint de ciment est frais. Sentant quelque chose d'anormal, il prévient les autorités. Le vol est constaté et l'alerte est donnée. Des barrages de gendarmerie sont établis dans la région de Verdun, car on suppose que c'est la destination des profanateurs. C'est en sortant d'un restaurant où ils ont fait halte que le commando apprend la nouvelle. Ils décident donc d'abandonner leur destination initiale et de remonter sur Paris pour rencontrer l'instigateur de cette opération et prendre de nouvelles directives. Ce commanditaire n'est autre que l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt, candidat d'extrême droite à la présidentielle de 1965 et défenseur de certains responsables de l'OAS
partisan de l'Algérie française. C'est lui qui a effectué les premiers repérages et engagé le chef du commando, Hubert Massol. Massol, justement, arrive à rencontrer Tixier malgré que celui-ci soit sous surveillance policière. Il lui demande de cacher le cercueil en attendant. Massol s'exécute et le dissimule dans un box à Saint-Ouen. Maître Izorni, l'avocat de Pétain pendant son procès, et qui a eu vent de l'affaire par des sources anonymes, demande à son confrère d'arrêter ses conneries. Après une discussion houleuse, il trouve un accord. Le cercueil sera déposé temporairement aux Invalides en attendant que le président Pompidou se prononce sur l'inhumation à Douaumont. Pendant ce temps, la police met les bouchées doubles et accumule les indices. Elle retrouve les stafettes abandonnées, puis grâce à Solange Bosch, une commerçante également impliquée, l'ensemble du commando est arrêté. Sauf Hubert Massol. Il rencontre de nouveau Tixier au palais de justice le 21 février. Celui-ci lui demande de ne pas l'impliquer dans l'affaire car il risque sa radiation du barreau et ainsi de ne pas pouvoir le défendre en cas de procès. Dans un dernier baroud d'honneur, Massol convoque la presse dans un café. Il révélera la cachette du cercueil si le président Pompidou s'engage par écrit à faire déposer le corps dans un premier temps aux Invalides avant son transfert définitif à Douaumont. Massol est arrêté à la fin de la conférence et conduit au 36 quai des Orfèvres. Après un interrogatoire, il finit par craquer et donne l'adresse de Saint-Ouen. Le cercueil sera retrouvé le lendemain sous un tas de matelas. Finalement, le maréchal sera réinhumé après une cérémonie religieuse. Même le président Pompidou fera déposer une gerbe. Pour éviter les remous médiatiques et politiques, aucun procès ne sera intenté contre les participants. Une amnistie présidentielle, suivie d'un non-lieu, seront même prononcées par le président Valéry Giscard d'Estaing, fraîchement élu. Cette spectaculaire affaire ne sera pas la dernière concernant l'encombrant personnage. Quelques années plus tard, un ancien président de la République, décoré de la Francisque, continuera de faire déposer une gerbe sur sa tombe tous les 11 novembre, jusqu'à récemment, avec les déclarations polémiques d'un chroniqueur écrivain, futur ou potentiel candidat à cette même élection. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Histanote. Salut!